Salut à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode différent des précédents. Je ne vais pas parler d'un, mais de plusieurs sujets. Mon objectif va être de décrypter les grandes thématiques qui ont fait l'actualité en France ces dernières semaines. Je vais essayer de vous les expliquer simplement, afin que vous puissiez non seulement mieux comprendre ces enjeux, mais surtout améliorer votre français. J'ai donc choisi plusieurs sujets et aujourd'hui on va parler de la cohabitation entre les loups et les éleveurs. On va aussi parler du guide Michelin. Si vous aimez ce nouveau format, n'hésitez surtout pas à me le dire, soit en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ou alors tout simplement dans les commentaires ou par mail. C'est comme vous voulez. Bref, trêve de bavardage et commençons directement avec le premier sujet. Est-ce qu'une cohabitation entre les loups et les éleveurs est possible? Si je parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que le 23 février dernier, le gouvernement a présenté le nouveau Plan Loup pour la période 2024-2029. Ce plan, qui est constitué d'une série de règles, prévoit de limiter le nombre de loups en France, pour éviter que les troupeaux des éleveurs soient attaqués. Mais ce plan indigne les défenseurs de l'environnement, qui rappellent que le loup est un animal protégé en France. La première question que je me suis posée quand j'ai travaillé sur ce sujet, c'est la suivante. Combien y a-t-il de loups en France? Eh bien, le nombre de loups en France a beaucoup évolué depuis un siècle. Après avoir été longtemps chassé, cet animal avait totalement disparu du pays dans les années 1930. Ce n'est qu'en 1992 que 2 loups sont de nouveau aperçus dans le sud-est de la France. D'après les spécialistes, ils seraient arrivés par l'Italie, en traversant les Alpes. Depuis, la population de loups est régulièrement évaluée par les agents de l'OFB. L'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité. D'année en année, ce nombre augmente. À la sortie de l'hiver 2023, on comptait 1104 loups, alors qu'il n'était que 430 en 2018. Aujourd'hui, les loups sont présents dans 50 départements, mais surtout dans les régions montagneuses, comme les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, le Jura ou les Vosges. Pour bien comprendre ce sujet, celui de la cohabitation potentielle entre les loups et les éleveurs, il faut approfondir les conséquences de la présence du loup en France. Le loup vit généralement loin des humains, mais il arrive parfois qu'il s'approche des zones de pâturage et s'attaque aux troupeaux de brebis, de chèvres et plus rarement de vaches. En 2023, les éleveurs ont compté environ 12 000 animaux tués par des loups. Pour les aider, le gouvernement publie régulièrement des plans loups qui permettent d'indemniser les éleveurs, c'est-à-dire de leur donner une somme d'argent pour compenser la perte de leurs bêtes. Des autorisations exceptionnelles permettent aussi de tuer les loups qui s'en prennent aux troupeaux, à condition que les éleveurs aient déjà eu recours à des mesures de protection qui n'ont pas fonctionné.
comme par exemple des clôtures ou avoir un chien de berger. Lorsqu'un éleveur demande à tuer un loup menaçant, ce sont des professionnels, des personnes qu'on appelle des louvetiers, qui se chargent de cette tâche. Mais alors, en quoi consiste le nouveau plan loup? Ce plan, publié le 23 février, garantit une meilleure indemnisation des éleveurs dont les bêtes ont été attaquées. Il prévoit aussi un budget pour développer de nouveaux moyens de protection, comme des drones ou des dispositifs d'effarouchement, censés effrayer les loups pour les éloigner. Ce plan autorise une nouvelle fois à abattre les loups trop menaçants pour les troupeaux, mais impose toujours une limite de 19% de la population. Actuellement, environ 200 loups par an peuvent être tués sur 1100 individus. Toutefois, les conditions deviennent moins strictes qu'auparavant pour les éliminer. Par exemple, les louvetiers pourront intervenir à plusieurs et ils n'auront plus l'obligation d'éclairer les loups de nuit. Mais alors, pourquoi certains défenseurs de l'environnement sont mécontents? Parce qu'il est vrai que de nombreuses associations de défense de l'environnement ont exprimé leur colère face aux nouvelles mesures du plan loup. La FERUS, une association pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs, ou la FNE, France Nature Environnement, ont rappelé que d'après une loi de 2007, le loup est un animal protégé en France, ce qui signifie qu'il est normalement interdit de le tuer. Pour eux, la population de loups, même en constante augmentation, est dans un état de conservation encore trop fragile. Ainsi, ils s'opposent au fait que l'élimination de loups soit toujours possible, et même facilitée. Ils préconisent plutôt à l'État d'apporter des aides financières aux éleveurs, afin qu'ils puissent embaucher des bergers pour surveiller les troupeaux. Tiens, à votre avis, est-ce que le loup s'attaque aux humains? Alors oui, le loup est un animal sauvage. Généralement, il a plutôt tendance à fuir les humains. Depuis leur réapparition en France, les loups n'ont fait aucune victime humaine. Un seul incident a été signalé en février 2023, lorsqu'une meute a approché un homme. Voilà, c'est tout pour ce dossier sur la cohabitation entre les loups et les éleveurs, et on va tout de suite parler d'étoiles, et plus précisément des étoiles du guide Michelin. Car oui, le 18 mars dernier, le guide Michelin a officiellement décerné ces étoiles aux restaurants considérés comme les meilleurs. Ce système de notation, qui existe depuis près d'un siècle, est une consécration pour les chefs. Chaque année, les grands cuisiniers retiennent leur souffle lors de la cérémonie qui octroie les étoiles du célèbre guide Michelin aux restaurants jugés comme les meilleurs de France. Pour la plupart d'entre eux, recevoir ou conserver une étoile est une véritable reconnaissance de leur travail acharné. C'est en 1900 qu'est né le guide Michelin. Lancé par les frères André et Édouard Michelin, qui ont créé la manufacture de pneus qui porte le même nom. À l'origine, il s'agissait d'un guide pratique pour les automobilistes. Ce guide expliquait comment changer un pneu ou faire le plein et présentait
à ses lecteurs une liste de bonnes adresses pour manger ou dormir sur la route. En 1926, certains des restaurants conseillés obtiennent une étoile, une distinction qui permet d'indiquer aux voyageurs qu'ils ont affaire à une bonne table. Cette année-là, 46 établissements sont récompensés. Puis, la deuxième et la troisième étoile apparaissent en 1931, donnant naissance au classement que l'on connaît aujourd'hui. 2 ans plus tard, la société Michelin embauche des inspecteurs, payés pour tester les restaurants, en se faisant passer pour des clients. Aujourd'hui, le guide Michelin est une référence mondiale. Je ne sais pas si vous le savez, mais le guide Michelin ne juge que le contenu de l'assiette et la qualité de la cuisine. Le décor ou l'efficacité du service ne comptent pas dans les critères de notation. Après la Seconde Guerre mondiale, le guide Michelin et les restaurants étoilés deviennent une référence en France, puis dans les autres pays d'Europe, ensuite aux États-Unis et depuis quelques années en Asie, au Japon, à Hong Kong, à Macao, en Corée du Sud, à Taïwan, en Thaïlande, à Singapour, etc. Pour les établissements qui reçoivent cette distinction, c'est une reconnaissance et l'assurance de voir la clientèle augmenter. En France, ils étaient plus de 600 à avoir obtenu des étoiles en 2023. Pourtant, de plus en plus de chefs confient que ces étoiles leur mettent également beaucoup de pression, car ils cherchent en général à en gagner d'autres, ou au moins à garder celles qu'ils ont. En 2018, Sébastien Bras avait demandé aux inspecteurs du guide de retirer les 3 étoiles attribuées à son restaurant depuis 1999. Il ne souhaitait plus travailler uniquement pour conserver ces récompenses, aussi prestigieuses soient-elles. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que depuis 2020, le guide Michelin a lancé l'étoile verte pour récompenser les restaurants qui respectent l'environnement, en utilisant des produits locaux et de saison pour leur menu, et qui apportent une attention particulière à la gestion et au recyclage des déchets alimentaires. Voilà, j'espère que ces 2 petites histoires vous ont plu et vous ont permis de réfléchir un peu plus à ces sujets. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour ce... Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast et m'aider à l'améliorer. J'étais très content de partager avec vous ces connaissances et de parler avec vous de ces sujets. Un grand merci, comme d'habitude, pour votre attention, pour votre soutien. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est vraiment très important pour permettre au podcast d'être partagé à plus de monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À très bientôt, c'était Carlito. Ciao!